L'un des accidents les plus graves de l'histoire de la planète Terre, s'est produit ici au Brésil, à Goiânia. Netflix vient de lancer une série appelée Urgence radioactive. Hier, du moins, c'était la série la plus regardée au Brésil et elle raconte cette histoire. Alors aujourd'hui, vous allez tout savoir sur ce qui s'est passé derrière cette tragédie. Qu'est-ce que ce fameux césium-137 qui brille en bleu dans le noir? Pourquoi peut-il tuer les gens de manière silencieuse? Et qu'est-ce qui s'est passé au Brésil pour que ce soit si grave? Commençons donc par raconter cette histoire. Revenons dans le temps, à l'époque où j'avais 5 ans en 1987. 1987. Si tu pensais que c'est récent à Goiânia, non, cela fera 40 ans l'an prochain. Mais ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout. À l'époque, le rock national était au sommet. La chanson la plus écoutée de l'année était Que País é esse de Legião Urbana. Le président du Brésil était Zé Sarney, et notre grand champion de Formule 1 était Nelson Piquet. Ayrton Senna commençait tout juste à cette époque, et cette année-là, Piquet allait devenir triple champion du monde de Formule 1. La Gol Quadradinho était la voiture la plus vendue, et le Sport de Recife le champion brésilien cette année-là. Certains diront que c'était Flamengo, mais je ne vais pas débattre. Le fait est que, là à Goiânia, il y avait un immeuble qui appartenait à une clinique de radiothérapie qui avait été désactivée. C'était un bâtiment abandonné, et les gens allaient, de temps en temps, là-bas pour récupérer quelques objets qui avaient été laissés à l'abandon. Lors d'une de ces occasions, 2 récupérateurs de matériaux recyclables ont trouvé, dans une pièce, un appareil un peu étrange qui était très lourd. Ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de plomb à l'intérieur, et ont décidé de l'emmener à une casse. Cet appareil était extrêmement dangereux et ils n'avaient aucune idée de ce qu'il faisait. Et ici, il vaut la peine de donner une explication très importante qui concerne ce même ici à côté. Eh bien, nous allons expliquer ce qu'est la radiothérapie, parce que la radiothérapie, ce n'est pas la radiographie, et nous avons déjà démonté une machine de radiographie. Il y avait un doute quand nous avons fait cela ici sur Manual do Mundo. La radiothérapie est un type de traitement pour les personnes atteintes de cancer. Elle est utilisée pour tuer les cellules cancéreuses, en envoyant un rayonnement directement là où se trouve la maladie. Ce rayonnement va endommager l'ADN des cellules cancéreuses. Ainsi, le cancer s'affaiblit et les cellules commencent à mourir. Cependant, elle affecte peu les cellules normales et les endommage légèrement. C'est comme si vous aviez une sorte de rayon magique qui ne tue que les cellules cancéreuses et ne tue pas les cellules saines, et qui traverse la peau. Vous arrivez à atteindre le cancer qui est à l'intérieur. C'est un traitement très important. Johnson demande là derrière la caméra. Comment le rayonnement peut-elle tuer la cellule cancéreuse et ne pas tuer la cellule normale? Le cancer, c'est une reproduction incontrôlée des cellules. Donc, les cellules commencent à se diviser de façon folle, de manière totalement incontrôlée. Et cela désorganise complètement l'endroit où le cancer se développe. Donc, si vous avez un cancer dans l'os, cela signifie que quelque chose d'étrange va commencer à grandir dans cet os d'une manière complètement anormale. Ces cellules ont un ADN un peu plus fragile. Il est plus facile de tuer ces cellules. Donc, au moment où vous dirigez le rayonnement, vous arrivez à faire en sorte que leur ADN soit cassé, soit endommagé. Et alors, soit ces cellules ne vont plus se reproduire, soit le corps lui-même a un moyen d'éliminer les cellules avec un ADN endommagé. Donc, les chances que ce cancer diminue, voire disparaisse, augmentent beaucoup. En même temps, si tu utilises la bonne dose de rayonnement, tu peux même endommager les cellules autour. Ceux qui ont déjà eu une radiothérapie et regardent cette vidéo en gardent souvent un souvenir désagréable, car cela brûle la peau, cause des douleurs et quelques réactions, mais ne tue pas les cellules. Donc, tu y vas plusieurs fois, jour après jour, tu envoies des radiations sur le cancer, tu abîmes les cellules cancéreuses, mais les cellules normales résistent. Bien sûr, si tu exagères avec la dose, alors la cellule normale va aussi être endommagée. Et là, tu peux provoquer un cancer dans une cellule qui n'en avait pas. La radiographie, c'est autre chose. Les rayons X sont une sorte de lumière invisible qui peut traverser notre corps, mais elle ne traverse pas très bien les parties dures, les os. C'est un examen essentiel pour observer l'intérieur du corps humain, notamment pour détecter une fracture ou autre. La radiothérapie et la radiographie utilisent des radiations, mais sont très différentes. L'appareil de radiographie démonté dans Manual do Mundo ne contient rien de radioactif. Dans la machine à rayons X, une lampe interne produit les rayons. Et, éteinte, il n'y a plus de radiation. Ce n'est pas le cas dans les anciennes machines de radiothérapie. Ce qui génère la radiation, c'est un élément radioactif. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éteindre. C'est un matériau extrêmement toxique, un poison qui reste à l'intérieur, mais les rayons qui en sortent sont très contrôlés pour attaquer uniquement le cancer. Et c'est ça qu'il y avait à l'intérieur de l'équipement que les gars ont sorti de la clinique abandonnée. Comme il y avait beaucoup de plomb, ils l'ont vendu à un propriétaire de casse à Goiânia, qui a fini de démonter cette pièce.
Il a cassé cette carapace de plomb qui protégeait l'élément radioactif. Et à l'intérieur, il a trouvé une sorte de sel bleu brillant. Une chose un peu magique qui brillait dans le noir, sans batterie, sans rien. Et c'était là le grand piège. À l'intérieur de cette machine de radiothérapie, il y avait 19 grammes de chlorure de césium-137. Le césium. Il est ici, dans le tableau périodique, dans la même colonne que le sodium, le potassium. Et ce 137 signifie qu'à l'intérieur, si tu additionnes les protons et les neutrons, tu obtiens 137. C'est un nombre assez élevé. Ça rend le césium un peu instable. Et il émet beaucoup de rayonnement. Beaucoup de gens m'ont demandé sur la chaîne WhatsApp du Manual do Mundo d'où vient cette lueur du césium. L'une des choses qu'il fait, c'est libérer des électrons à une vitesse folle. Quand ces électrons passent, par exemple, dans l'eau, ils passent à l'intérieur même du cristal de chlorure de césium. Ils vont à une vitesse plus rapide que celle de la lumière dans ce milieu, mais ces particules n'atteignent pas une vitesse supérieure à celle de la lumière dans le vide. Elles atteignent une vitesse supérieure à celle que la lumière aurait dans le milieu où elle passe, comme l'eau par exemple. Et ce passage provoque une sorte de boom lumineux. Cela émet beaucoup de lumière bleutée. C'est pour cela que certains éléments chimiques radioactifs sont lumineux dans l'obscurité. Cela s'appelle l'effet Cherenkov. C'est le nom du scientifique soviétique qui a découvert pourquoi cela se produisait. Pensez à ce matériau traître. D'abord parce qu'il est très beau. Ensuite, il émet beaucoup de radiation, notamment le bêta, qui pénètre peu la peau mais peut causer des brûlures. Ce sont des électrons très rapides. Un autre type appelé gamma, qui peut pénétrer dans notre corps, traverser le corps et endommager les cellules à l'intérieur. C'est ce type qui est utilisé en radiothérapie. Et ce rayonnement est totalement invisible. Vous ne le sentez pas, vous ne savez pas qu'il est là. Il n'y a aucun moyen pour un être humain de regarder ça et d'imaginer qu'il va être empoisonné. Que cela lui fait du mal. Mais alors, le propriétaire de la casse a pris cette petite poudre brillante. Il a trouvé ça vraiment magnifique. Il a décidé de l'emmener chez lui pour le montrer aux autres. Alors, il l'a montré à sa femme, à son frère, à ses voisins, à ses neveux. Les gens allaient chez lui. Ils en donnaient un petit morceau ici, un petit peu là. Et ça s'est répandu. Tout le monde trouvait ça un peu magique. Les gens s'en mettaient sur le corps comme si c'était du maquillage. Mais Viberi, ces gens étaient vraiment bêtes, non? Ils se mettaient ces trucs dangereux sur le corps comme s'ils peignaient leur corps. Non. On parle de 1987. À cette époque, tout le monde s'informait uniquement par la télévision, par la radio. Peu de gens étaient abonnés à un journal. Il n'y avait même pas l'ombre d'Internet. Les gens n'avaient pas accès à l'information comme aujourd'hui et ignoraient le danger. S'en appliquer sur le corps était alors une réaction naturelle. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec des paillettes pendant le carnaval. C'est tout ce qu'ils faisaient, sauf que les conséquences ont été différentes, parce que le césium est très nocif pour la santé. Et les gens ont commencé à avoir des maux de tête, des vomissements, à se sentir mal. Et tout le monde n'associait pas ça à cette petite poudre magique. Jusqu'à ce qu'une femme, qui avait aussi touché à la poudre, ait l'idée de l'apporter aux autorités sanitaires, pour que le personnel voie si ça ne pouvait pas être la cause de tant de maladies. Et c'était bien ça. C'était exactement ça qui rendait tout le monde malade. Quand cette femme est allée chercher de l'aide, cela faisait déjà plusieurs jours que cette poudre était partagée entre les gens, sans aucun contrôle. Personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait. Mais maintenant, ils savaient. Et comment allons-nous gérer ce problème ? L'accident nucléaire de Tchernobyl avait eu lieu il y a un peu plus d'1 an. Donc, cette histoire de radioactivité, de nucléaire, de radiation qu'on ne peut pas voir, c'était un sujet qui préoccupait beaucoup les gens. Toute information à ce sujet pouvait plonger la ville dans la panique et la peur. Combien avaient été contaminés ? Pouvait-on boire l'eau ? Pouvait-on manger la nourriture du supermarché ? Toute la ville n'était-elle pas déjà contaminée ? Le problème est posé. Et maintenant, la guerre commence. On va devoir résoudre ce problème. Et ce que j'ai trouvé très intéressant en regardant la série, c'est qu'on parle d'un Brésil d'il y a 40 ans dans une ville de province. À l'époque, Goiânia n'était rien comparé à aujourd'hui, une grande ville développée. C'était un autre Brésil, mais les gens ont avancé. Regardez. D'abord, il fallait soigner les malades. Le césium cause de nombreux dégâts dans le corps. Il appartient à la même famille que le sodium et le potassium, ce qui signifie que notre corps considère le césium un peu comme s'il s'agissait de sodium ou de potassium, qui sont deux éléments chimiques très importants pour notre corps. Alors, le corps humain, au moment où le césium entre, dit
Viens ici, césium, nous avons besoin de toi. Nous allons te mettre à l'intérieur de nos cellules et tout le reste. Il n'existe pas de rejet naturel contre le césium. Bien au contraire, si tu respires ou avales du césium, il va commencer à faire partie de ton corps. Il va continuer à émettre des radiations et à te détruire de l'intérieur. Que fait cette radiation? Elle endommage l'ADN des cellules. Cela signifie qu'en l'employant contre des cellules cancéreuses, elle peut les détruire. Mais sur des cellules saines, un usage excessif peut causer un cancer. Mais cela arrive bien plus tard. L'immédiat est tout aussi grave. Ceux en contact direct avec des matériaux radioactifs peuvent souffrir de ce qu'on appelle le syndrome aigu d'irradiation. Cela va provoquer des vomissements, de la diarrhée, vertige, des brûlures très graves sur la peau qui apparaissent petit à petit. Ce n'est pas immédiat. Elle attaque l'intérieur de notre corps. Et il se peut que vous arrêtiez de produire des globules blancs dans votre sang. Autrement dit, vous n'avez plus de défense. Le corps devient sans défense. Et il peut être attaqué par n'importe quel type d'infection. Et là, vous pouvez imaginer qu'à Goiânia, ils étaient vraiment dans le pétrin. D'abord, il fallait bien laver les personnes, pour enlever le césium qui pouvait se trouver n'importe où sur leur corps. Parce que s'il y a un petit caillou sur la peau, cette pierre continue d'émettre. Elle libère de la radiation en permanence. Il faut s'en débarrasser. Ensuite, il faut traiter la personne comme un malade ordinaire, soigner les blessures, les vomissements, et ils ont beaucoup utilisé un pigment appelé bleu de Prusse. Il se lie au césium à l'intérieur du corps, et ça facilite son élimination dans les selles. Tu dois bien imaginer que c'était un autre problème. Parce que si le césium était à l'intérieur du corps de certaines personnes, quand elles allaient aux toilettes, que ce soit pour les selles ou l'urine, c'était contaminé. Il y avait de la radioactivité dans les selles de la personne. C'est pourquoi leur espace à l'hôpital devait être totalement isolé. Beaucoup de gens, y compris les médecins, craignaient de s'approcher d'elles. Un autre gros problème était d'identifier les personnes contaminées, pas seulement celles qui se sentaient mal, parce que les symptômes pouvaient apparaître plus tard. Alors, ils ont organisé une sorte d'opération militaire au stade de Goiânia pour que les gens puissent y aller et être scannés. Et c'était cet instrument ici que les gens utilisaient à l'époque pour pouvoir détecter la radiation. Ceci est un compteur Geiger. Comme on ne peut pas voir la radiation, il faut le passer près des objets pour voir si ce bruit augmente. Ici, on a quelques objets qui émettent un peu de radiation, comme notre assiette en uranium. On a aussi de la trinitite ici. C'est un résidu d'explosion atomique. Mais à mon avis, la chose la plus radioactive qu'on ait, c'est le sable monazitique provenant de l'Espirito Santo. Ce n'est pas dangereux, il y a plus de radiation que dans les objets courants, sans pour autant être mortel ou rendre malade. Écoutez maintenant le bruit quand je m'approche. Du capteur du compteur Geiger. C'est autre chose, n'est-ce pas? L'idée, donc, c'était de passer ça autour des gens comme un détecteur de métaux. Et si ça bipait fort, tu savais que la personne était contaminée. Plus de 100 000 personnes ont été testées au stade de Goiânia. Et ils ont trouvé un niveau de radiation dangereux chez 249 d'entre elles. Et il y avait encore un troisième problème, assez important, qui est le suivant. Les gens ont manipulé des objets radioactifs à la maison, dans la casse, dans l'immeuble abandonné, un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses qui sont contaminées? Ils ont commencé à tout stocker dans des fûts, comme on le fait avec les déchets radioactifs. Le problème, c'est qu'ils ont continué à accumuler les fûts, et il fallait stocker tout ça quelque part. Juste pour que vous ayez une idée de la difficulté de ce travail. Plusieurs maisons ont été démolies, et tous les gravats, toute la démolition sont devenus des déchets radioactifs. Et pas seulement les murs, le sol des maisons, mais même une couche de terre qui se trouvait en dessous a été raclée. Cela a donné un total de 6000 tonnes de matériaux contaminés. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ces choses ont-elles été résolues? Plus ou moins. 4 personnes sont mortes dans les premières semaines après avoir été hospitalisées et n'ont pas survécu au syndrome aigu des radiations. Je n'en dirai pas plus à leur sujet. Elles sont des personnages majeurs de la série. Je trouve bien que vous regardiez. L'article de Globo mentionne l'association des victimes. Affirme que plus de 100 personnes sont décédées à cause de la contamination au césium. Ces chiffres sont difficiles à vérifier car le cancer est courant, qu'il y ait eu contact avec le césium ou non. Il existe un centre de surveillance de la santé à Goiânia, qui fait passer des examens et tout ça aux gens, et plus de 1000 personnes sont surveillées jusqu'à aujourd'hui.
à cause de l'accident. Ils ont créé un endroit pour déposer les déchets radioactifs, dans une ville voisine appelée Abadia de Goiânia. Tout cela a été bétonné. Et aujourd'hui, c'est un parc. Donc, si on regarde sur Google Maps, on peut voir une sorte de colline recouverte d'herbe là-bas. C'est là que tous ces déchets ont été déposés. 5 personnes qui étaient liées à la clinique, qui a abandonné cet équipement là-bas, sans aucune protection, ont été condamnées. Mais elles n'ont même pas purgé leur peine, parce que le temps a passé et tout le reste. La justice a estimé que les récupérateurs de matériaux recyclables n'étaient pas coupables, parce qu'ils n'avaient aucune idée que cela pouvait être dangereux. Mais ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est que le Brésil, même en 1987, a réussi à gérer ce problème. Goiânia aujourd'hui est une ville absolument sûre. Personne n'atterrit à Goiânia en se demandant « Mince, est-ce que je vais être contaminé par le césium-137 ?» Non, c'est du passé. Cela fait partie de l'histoire de la ville. C'était l'accident nucléaire le plus grave de l'histoire de l'humanité qui s'est produit en dehors d'une centrale nucléaire. Il y a eu quelques accidents, comme Tchernobyl, Fukushima et d'autres, qui ont été très importants. En dehors des centrales, ces accidents sont très rares. Ce problème a aussi servi de leçon au monde, avec des techniques pour gérer ce type de catastrophe, communiquer avec la population et effectuer le balayage après. Où vont les déchets radioactifs et le reste? Si vous n'avez pas encore vu la série, ce n'est pas une pub pour Netflix. Mais je trouve que ce serait très bien que vous la regardiez pour comprendre un peu l'histoire du Brésil. Et je trouve aussi que l'histoire est très bien racontée. L'enchaînement des personnages, on voit que ce n'est pas seulement un drame scientifique. On a beaucoup parlé ici d'éléments chimiques, de chiffres, mais il y a des personnes derrière tout ça. Et je pense que la série explore très bien cet aspect. Ça vaut vraiment la peine de regarder. Et il y a une chose que j'oubliais de dire à la fin. Pour vous qui avez eu peur du césium-137, les machines de radiothérapie de nos jours, elles n'utilisent plus de matériaux radioactifs. La radiation est produite comme les rayons X avec des machines bien plus faciles à éliminer. Elles ne présentent pas le danger des vieilles machines d'il y a 40 ans. Pour en savoir plus sur la radiation, Manual do Mundo propose déjà plusieurs vidéos sur le fonctionnement de cette assiette d'uranium et du compteur Geiger. L'une des choses les plus intéressantes que nous ayons déjà faites, c'était une chambre à brouillard, dans laquelle vous pouvez voir la radiation passer. C'est quelque chose de très beau.